Visite officielle du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire où il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Plusieurs sujets au centre de leur discussion dont la coopération économique et sécuritaire dans la sous-région. Plus de détails à retrouver dans cette édition. Puis en Guinée-Conakry, le Premier ministre Amadou Huriba a annoncé officiellement la tenue d'un référendum, l'élection présidentielle et législative cette année 2025 pour marquer un retour définitif à l'ordre constitutionnel. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. 3 mois après sa réélection à la tête du Ghana, John Dramani Mahama était en visite de travail à Abidjan. Mercredi, il s'est entretenu avec son homologue Alassane Ouattara. Au menu des discussions, le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et les défis sécuritaires dans la sous-région. Mais surtout, les deux chefs d'État lancent un appel au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour qu'ils réintègrent la CEDEAO. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux poids lourds de la CEDEAO, affichent une position commune. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent revenir au sein de l'organisation régionale. Pour Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, l'unité des 15 États est essentielle face aux défis économiques et sécuritaires croissants. Le président ivoirien en appelle à la médiation de son homologue ghanéen. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. John Dramani Mahama, lui, estime que rien n'est perdu d'avance. Il veut croire à un retour possible des États dissidents. Il est toujours possible de ramener nos pays frères à la maison. Il vaut mieux être un groupe de 15 qu'un groupe de 3. Ce sont des pays qui comptent pour la sous-région. Un message lancé alors que la CEDEAO a accordé un sursis de 6 mois à l'AES pour revenir sur sa décision. Mais du côté de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les autorités militaires campent sur leur position et qualifient leur retrait d'irréversible. Le chef du gouvernement guinéen Amadou Huriba a annoncé mercredi à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays, après que la junte au pouvoir depuis 2021 a manqué à son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024. En annonçant le retour à l'ordre constitutionnel, le chef du gouvernement n'a pas tremblé. Ce qu'il faut retenir en 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif avec le référendum, la présidentielle, les législatives. Il énumère qu'il y a encore un chapelet de difficultés qu'il faudra surmonter. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devrons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. En répondant aux nombreuses interrogations de la presse, il était aussi question des enlèvements et disparitions forcées, des voix critiques contre les autorités accusées à tort. Je peux dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024 avec la disparition de Fonike Mengue et de Bilo, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement. Nous avons une expérience de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années pour faire imputer aux autorités des situations qui sont instrumentalisées par ailleurs. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation fin 2024, avait dit que 2025 serait une année électorale cruciale, sans toutefois donner de calendrier. Au Soudan du Sud, les répercussions du conflit dans le Roni, les régions du nord-est du pays, continuent de secouer les arcanes du pouvoir à Dubaï et de menacer l'accord de paix. Mardi 4 mars, des officiels du parti du vice-président Riek Machar ont été arrêtés dans la capitale sud-soudanaise. Et ce, alors que l'armée a échoué une lourde défaite à Nazir après des semaines d'affrontements avec la White Army, une milice communautaire nuer proche de l'opposition. Le porte-parole du gouvernement a déploré la reprise des violences mardi à Nassir, malgré une rencontre la veille entre Salva Kiir et Riek Machar. Le dirigeant d'opposition s'était engagé à dissuader la White Army de continuer ses combats. Pour Michael Makwe, les évidences sont là. Il y a une vidéo ici qui prouve que la soi-disant White Army est en fait une force de l'armée d'opposition et c'est elle qui a attaqué et pris Nassir. Sans pouvoir vérifier la provenance des images, Michael Makwe montre ensuite aux journalistes des images de jeunes de la White Army sur son téléphone, qu'ils contrôlent leurs forces et leur donnent les directives nécessaires de se retirer du Nassir.
Ce qui s'est passé a été en fait organisé et coordonné depuis ici à Djouba. Interrogé concernant les arrestations de mardi de membres éminents de l'opposition, Michael Makoui confirme des arrestations, notamment celles du chef d'état-major Gabriel Diop Lam et du ministre du pétrole Pot Kang Chol. Ils ont été arrêtés car ils sont en conflit avec la loi. Nous ne plaisantons pas car nous avons besoin de sécurité. Et donc, si qui que ce soit est arrêté, c'est qu'il y a une raison. Dans un communiqué ce mercredi 5 mars 2025, les chancelleries occidentales expriment leur inquiétude face à ces arrestations et appellent à une cessation immédiate des hostilités dans le Haut-Nil ainsi qu'à un dialogue pacifique des dirigeants à Djouba. Au lendemain de son discours devant la session conjointe du Congrès, le président Donald Trump subit un revers judiciaire et il vient d'une institution qui lui est normalement plutôt favorable, la Cour suprême. Elle décide que le gouvernement fédéral va finalement devoir verser une partie de l'aide internationale. La Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, a rétabli mercredi une décision de justice sommant l'administration Trump de reprendre les versements dus à des organisations d'aide internationale d'un montant estimé à quelque 1,5 à 2 milliards de dollars. 2 milliards de financements gelés dès le premier jour du mandat de Donald Trump pour une durée de 90 jours. Sauf qu'entre-temps, un juge de première instance avait statué que ces fonds votés par le Congrès devaient être payés à leurs bénéficiaires. C'est ce jugement que vient de valider la Cour suprême. Avec cette limite, c'est que le versement correspond au paiement d'un travail déjà accompli à l'international, mais aussi par des entreprises et des organisations sur le territoire américain. Ce qui est remarquable, c'est que c'est la première fois que la Cour se prononce sur le fond sur une décision de l'administration et qu'elle se prononce contre. La raison, c'est que 2 des 4 juges conservateurs se sont joints aux 3 juges dits libéraux pour faire basculer la majorité. Ce n'était manifestement pas ce qui était attendu, puisque dans un texte parallèle, les 4 autres juges conservateurs mis en minorité se disent abasourdis par cette décision. Une décision qui, comme toutes celles de la Cour, est définitive et sans appel possible. Elle intervient alors que l'administration Trump a pratiquement démantelé l'Agence américaine pour le développement international. Elle gère un budget annuel de plus de 40 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 40% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde, tous pays confondus. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres se réunissent ce jeudi 6 mars à Bruxelles pour un sommet extraordinaire de l'Union européenne consacré à la défense européenne et à l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que le rapprochement des États-Unis avec la Russie a créé un sentiment d'urgence, l'Union européenne voudra afficher son unité. Tous les États membres ou presque conviennent du fait que l'on est à un tournant avec la possible disparition du parapluie américain. L'Union doit maintenant assumer sa défense par elle-même et pour elle-même sur le long terme. Au sein des 27, tout le monde est à peu près d'accord. Le président français l'a martelé mercredi soir lors d'une allocution télévisée. Le ton était grave et solennel. La menace russe est là et elle touche la France et l'Europe sans connaître des frontières, a assuré Emmanuel Macron. Consolider la défense européenne nécessite évidemment des moyens et le plan de réarmement annoncé mardi par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, doit guider cet effort, rapporte la correspondante de RFI à Bruxelles, Jean-Jacques Herry. Les 27 y sont plutôt favorables et en discuteront aujourd'hui. Grâce à ce mélange de prêts, de réorientation de fonds européens et d'une souplesse budgétaire accordée aux États membres pour leur permettre de dépenser plus et plus vite pour se réarmer, la Commission espère trouver 800 milliards d'euros. La question ukrainienne, elle s'inscrit en miroir de ce réarmement, explique une source diplomatique européenne. Volodymyr Zelensky vient en personne assister à cette réunion de crise et partagera un déjeuner de travail avec les 27. Après l'entrevue désastreuse à la Maison-Blanche et la suspension de l'aide militaire et du partage du renseignement américain, le président ukrainien vient chercher du soutien du côté des Européens. S'il multiplie les gestes d'apaisement envers Washington, il espère obtenir la promesse de la part de l'UE qu'elle serait prête à fournir des efforts supplémentaires pour combler le vide laissé par les Américains si la crise n'était pas résolue. S'ils entendent rassurer l'Ukraine, les Européens doivent aussi se mettre d'accord entre eux. Le Premier ministre hongrois et son homologue slovaque Robert Fico sont opposés à toute aide militaire à l'Ukraine.
Viktor Orban, qui dînait hier soir à l'Élysée, était décidé à jouer sa propre partition au cours de ce sommet. Dans une lettre adressée au président du Conseil, il a préconisé de ne pas adopter des conclusions écrites sur l'Ukraine, souligne Anastasia Bekchio du service européen de RFI. Selon le dernier projet de communiqué final consulté par Politico, l'UE appelle à trouver un moyen de garantir que les livraisons d'armes se poursuivent. Mais il ne devrait y avoir ni montant chiffré, ni annonce concrète. Les dirigeants vont chercher à minima un accord sur le principe d'une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine. C'est avec cette dernière information que nous mettons ainsi fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.